Seulement 3 avant le début du Tour de France 2022, les amis. L'équipe de Roue Libre est bouillante, prête à encaisser 3 semaines au plus haut niveau. 3 semaines entre le paradis et l'enfer, de Copenhague à Paris, en passant par les pavés du Nord et les 21 virages de l'Alpe d'Huez qu'on attend et qui nous font rêver, pour vous présenter ce parcours du Tour de France 2022 et tous les enjeux, les amis. Je retrouve bien évidemment Polo et Robin. Polo, c'est 50% des vues PCS depuis une semaine. Donc les amis, il est chaud bouillant. Ça va, Polo ? Ouais, merci à Pro Cycling Stats, fournisseur officiel de la First Team et d'analyse et des détails nécessaires pour une bonne émission. Hier, ils ont dû un peu morfler ces derniers temps avec l'arrivée du Tour de France, donc ils étaient un peu down. Mais finalement, ce matin, tout allait bien et on a pu bien préparer. 3 semaines. On a pu bien préparer cette émission et surtout profiter d'eux pendant 3 semaines. Bon, on a passé notre temps sur PCS. Par contre, il y en a un, Robin, qui a passé son temps devant les documentaires de Jean-Paul Olivier. Aussi un petit pour, peu. Bien évidemment, toute la semaine, pendant 3 semaines, nous régaler de toutes ces petites anecdotes. Ça va, Romain ? Ça va très très bien et je suis très heureux. J'ai bien préparé cette émission et je vois que toi aussi, Joseph, quel lancement. Un lancement maîtrisé, écrit, avec des petites anecdotes pour chaque personnage à présenter. C'est fort. Un boulot de présentateur, quoi. Un boulot de présentateur qui t'a donné un peu chaud, visiblement. Des petites gouttes sur le front. C'est le spot. Je vais rien dire parce que regarde comment je suis rougeau. J'ai pris un coup de soleil dimanche. Joseph, il m'a dit avant l'émission, non, t'inquiète, ça se voit pas. J'ai l'impression quand même. Le problème, c'est pas le soleil. Là, c'est un peu forcé sur l'image. Paul ou moi, au bout d'une journée dans le sud à la plage. C'est ce côté du plateau qui veut toujours ça. La personne qui est de ce côté-là est toute rouge. Donc, il me le dit après 4 ans. Ouais, non. Et qu'il a clairement dit qu'il voulait le côté gauche. On sait toujours pas pourquoi, cela dit. Donc pendant 3 semaines, on va être ensemble. On va vous rappeler très rapidement le programme qu'on va mettre en place. La première chose à savoir, c'est qu'on sera sur Twitch après chaque étape, tous les jours à 19h, sauf les étapes bien évidemment de repos, parce qu'on veut se reposer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Comme les coureurs. Les lendemains de repos. C'est sur Twitch, sur notre chaîne à nous, Roue Libre 101. Et il y aura du contenu exclusif, bien évidemment, avec notamment Robin qui nous fera... tous les jours une petite rétro. Une 5-10 minutes où on se concentrera sur un événement du passé, le tour des années 20 parfois, des années 80, des années 2000, ça dépendra des jours, mais on va se régaler. 19h sur Twitch, Roue Libre 101. Deuxième rendez-vous tous les jours. Là aussi, ce sera sur Winamax TV. C'est à 10h. C'est sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez même aller directement sur le site winamax.fr et on va analyser toutes les cotes tous les jours. On fera un petit retour aussi sur la veille parce qu'il se passe toujours des trucs aussi au-delà de 22h. Le matin même, il y a toujours des nouvelles. Donc, 2 fois plus, on va se régaler. Troisième information, vous allez voir, c'est... direction le Discord. Vous savez qu'on a un Discord sur lequel la communauté est très présente. On a passé les 1000 membres dernièrement. On vous en remercie énormément et tous ceux notamment qui s'occupent du Discord. On vous fait un gros bisou et on vous remercie énormément. Donc direction le Discord pour participer à notre fantasy. C'est très simple. En gros, il y a le lien qui est disponible en dessous de la vidéo YouTube. Et pour participer en gros au débat sur Discord et à notre fantasy, en gros, vous mettez Thibaut Pinot à Otakam, et s'il termine premier, vous marquez 1 point. S'il termine Gruppetto 166e, vous marquez 166 points. Et donc en gros, le but à la fin du Tour de France, c'est d'avoir le moins de points possible. Il y a une petite subtilité, c'est que tu ne peux utiliser un coureur qu'une seule fois dans le tour. C'est-à-dire que si tu mets Thibaut Pinot à Otakam, tu ne pourras pas le mettre à l'Alpe d'Huez. Si tu mets Wout van Aert sur l'étape des pavés, tu ne pourras pas le mettre sur le contre-la-montre, etc. Donc il faut, dès le début du tour, un peu anticiper, imaginer les cartes qu'on va jouer, à quel moment, sachant que si tu te gardes un coureur pour la fin de tour parce que tu penses qu'il va cartonner en 3e semaine, mais qu'il chute sur les pavés et qu'il abandonne le 5e jour, tu as tout perdu. Ouais. Et important aussi, Special nous a promis des très beaux cadeaux pour les 3 premiers de cette fantaisie. Alors, on va pas trop s'avancer, mais ça nous a parlé peut-être de maillots dédicacés, de bidons, de casques, de chaussures, voilà. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer, quoi. Il faut s'appliquer. Faut pas y aller la fleur au fusil comme on dit. Et comme l'a dit Joseph, le lien pour rejoindre le Discord est dans la description. Et après, vous êtes accueillis par nos modérateurs qui font un taf extraordinaire, qui vous expliqueront tout. Une fois que vous serez sur le Discord, j'enlève ce petit bout de scotch qui est pas très joli. Je le mets là. Et comme ça, on peut passer une bonne émission. Voilà. Une émission qui démarre avec le sommaire. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Le sommaire, vous allez le voir, donc débat. Comment battre Pogacar ? Parce qu'en fait, on
On imagine que Tadej Pogačar est le grand favori du Tour de France et on va regarder en gros les étapes clés où les adversaires de Pogačar pourront l'embêter. Focus sur les autres prétendants en général, bien évidemment. On va parler de Roglic, de Vingegaard, de Vlasov, de Thomas. Dans le focus, on va parler surtout des objectifs des Français, Gaudu, Pinot, Bardet, Martin, un petit mot de Barguil aussi, et on parlera de ce qui s'est passé du côté de la Quick Step, avec la non-sélection de Halaf, mais la sélection finalement de Florian Sénéchal. On va un peu décrypter tout ça. On terminera avec les bonifs. Un œil sur le maillot vert. Là, vous voyez, c'est Fabio Jakobsen. Et un petit quiz pour terminer. Il y aura 3 qui suis-je. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps, mais pendant le Tour de France. Mais ça fait content. Et on est content. Et on est content, tout à fait. Donc voilà, vous avez tout le sommaire, les amis. C'est donc parti pour le débat. Comment battre Tadej Pogačar? Il a remporté le Tour de France 2020 avec 59 secondes d'avance sur Primož Roglic. Il a remporté le Tour de France 2021 avec 5 minutes 20 d'avance sur Jonas Vingegaard. Il, c'est bien évidemment Tadej Pogačar, 23 ans, bientôt 24, grand favori, incontesté même. On va voir les cotes qui confirment qu'il est le grand favori, les cotes Winamax. Tadej Pogačar est à 1,70 et l'homme le plus proche de lui, c'est Primož Roglic avec un 5. Jonas Vingegaard aussi, donc les deux mecs de la Jumbo qui sont à 5. Première question que j'ai envie de vous poser, les gars, pour bien cadrer les choses. Paul, est-ce que pour toi, cette cote est logique? Tadej Pogačar est l'unique, seul grand favori du Tour de France 2022. Et ce qui fait qu'elle est à 1,70, c'est uniquement le fait qu'il y ait une possibilité qu'il ne termine pas le Tour pour une éventuelle chute, une éventuelle maladie, un Covid ou quoi que ce soit. Sinon, la cote, elle serait à 1,10. Tadej Pogačar est l'ultime favori de cette course, et même encore aujourd'hui, même si on essaie de se trouver des circonstances atténuantes, je vois mal un Pogačar à 100% du premier au dernier jour perdre sa tunique de maillot jaune et ne pas rentrer dans le groupe très fermé de ceux qui l'ont gagné 3 fois d'affilée avec Anctil, Merckx et Christopher Froome, si je dis pas de bêtises. Ce serait quand même beau aussi de voir Tadej Pogačar rentrer dans ce petit groupe-là. Ouais, je pense que c'est pour ça que le débat du jour, c'est comment battre Pogačar et pas vraiment qui battre Pogačar, parce que rends-toi ça, ce qui appartient à César. L'idée venait de toi, Robin. Oui, mais on en a discuté ensemble aussi. On s'est dit, bon, est-ce que quelqu'un peut vraiment battre Tadej Pogačar? Ça paraît compliqué. Et plutôt que de se dire, bon, allez, on va essayer de se demander si Roglic, si Vingegaard, si les Ineos, si les Français peuvent battre Pogačar, la question, c'est plutôt comment faire, en fait, quand tu es face à un coureur qui a gagné les 2 dernières éditions et la dernière avec vraiment une énorme marge, qui gagne à peu près partout où il passe, que ce soit les grands tours, les courses d'une semaine, les classiques, puisqu'il a gagné Liège et le Tour de Lombardie. Tu te dis finalement, plus que qui va le battre, comment on va faire? Et c'est la question qu'on a voulu se poser, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges. Il y a même une donnée en plus, qui est celle du Covid, dont tu as rapidement parlé, que quand on parlait du Tour de France il y a encore quelques semaines, on n'imaginait pas que ce serait dans le débat, mais finalement, pour n'importe qui, y compris Tadej Pogačar, tout peut s'arrêter avec un test positif le 4e jour. Le Covid, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu le tweet de Romain Bardet aujourd'hui, qui prenait l'avion pour Copenhague, dans un avion de ligne classique, avec des gens qui étaient sans masque, etc. Et Romain Bardet disait que c'était très stressant. Ouais, ça va être le premier coup de stress du Tour de France, quoi. Parce que toi, tu as fait attention pendant les 3 dernières semaines, tu te retrouves dans un environnement public avec des gens qui n'ont pas ou plus l'obligation de porter notamment un masque, et avec un virus qui revient. S'il vote sur Air France, il pourrait quand même demander au commandant que tout le monde porte un masque parce qu'il y a Romain Bardet dans l'avion. Ça, c'est vrai. Je pense qu'ils peuvent le demander. De manière générale, sur le Tour, je pense que les coureurs vont être ultra stressés avec ça, alors que le public, lui, aujourd'hui, n'est plus ultra stressé avec ça. Du coup, il va y avoir un décalage entre les gens qui viennent voir le Tour et les coureurs qui, eux, vont être peut-être en panique, entre guillemets, pendant 3 semaines. Et on voit que beaucoup de coureurs ont zappé les championnats nationaux ce week-end. Par exemple, chez Jumbo-Visma, personne n'a fait les championnats nationaux. David Gaudu, notamment, n'y était pas non plus. Ils étaient blessés. Pas tous, en tout cas. Mais donc, il y a beaucoup de coureurs qui se sont évités de prendre l'avion, d'aller sur une course où il y aurait du public, d'autres coureurs, etc. Rester tranquillement chez eux pour limiter les risques. Mais voilà, dès cette semaine, il va y avoir les conférences de presse, les présentations d'équipe. Rentrons dans le vif du sujet, les gars. Robin, première semaine qui s'annonce intéressante. On va voir ensemble. Est-ce que tu vois une raison pour Tadej Pogačar de véritablement s'inquiéter? J'ai intitulé ça une semaine en enfer. Est-ce que tu confirmes ça?
Oui, parce que finalement, avant la planche des belles filles, le 7e jour, on va avoir que des étapes piégeuses où finalement un Tadej Pogačar, il a rien à gagner, alors quasiment rien à gagner et beaucoup à perdre. Quand tu es le favori numéro 1, surtout avec une telle marge, finalement ces étapes-là, elles peuvent te faire perdre le tour à toi. Les autres, j'ai envie de dire, ils partent avec un désavantage, un handicap. À eux de rendre la course folle pour mettre en difficulté Pogačar. Pogačar, je pense qu'il est assez à l'aise dans les bordures. Il s'était fait prendre une fois à Lavore en 2020, pardon. Depuis, je l'ai jamais vu repris dans une bordure. Les pavés, c'est pareil. On l'a vu quand même faire 4e du Tour des Flandres cette année. Donc, en théorie, c'est pas des terrains où il est complètement mauvais et où il va être vraiment en danger. Mais malgré tout, c'est des terrains où il y a un peu d'inconnu, un peu d'incertitude, d'aléatoire qui rentre en jeu. Tu peux avoir un problème sur les pavés, même si tu es très bon. Tu peux avoir une crevaison au mauvais moment. Sur une bordure, c'est pareil. Tu peux avoir un problème mécanique au moment où ça commence à rouler fort. Donc forcément, il y a des équipes qui vont avoir intérêt à mettre en difficulté Pogačar sur ces jours-là. On va voir du coup plus précisément les profils des 2 premières étapes qu'on a vues, donc l'étape 2 et l'étape 3. Donc il y a 3 jours au Danemark. Et l'étape 2 et l'étape 3, alors je ne vais pas vous mettre le profil comme on en a l'habitude de le voir, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur l'étape 2, voilà, on passe en gros par le belt du Danemark. C'est en gros une grande ceinture qui contourne le Danemark. Et l'étape 3, pareil, alors on est un peu moins sur le littoral, mais on y est comme un peu. On y est quand même. Moment, ouais. Mais je voulais vous montrer une photo sur cette 2e étape du pont qui s'appelle le Grand Belt, qui va être emprunté par les coureurs. Et là, Paul, sur ce Grand Belt, il peut y avoir effectivement des tentatives possibles parce qu'il va y avoir énormément de vent. Il va y avoir du vent. Pour l'instant, le vent est annoncé plutôt de face. Alors, il sera présent, le vent, vu la longueur du pont et vu la région. Ça, il y en aura, c'est sûr. La question, c'est de savoir dans quel sens il va souffler, dans quel sens il va pousser. Ça rappelle un peu la fameuse étape de Zélande sur le Tour de France qui avait été un chantier colossal. Il sera intéressant de voir si justement les conditions météo permettent de voir des mouvements de course intéressants du type bordure, du type une quick step qui décide de tout faire sauter comme elle l'avait fait justement à l'époque. Ineos et Jumbo ont des équipes aussi taillées pour ce genre d'étape, avec beaucoup de rouleurs et des mecs capables d'emmener leur leader. C'est ça, et Ineos qui peut, sur ce genre d'étape, en plus d'un intérêt au classement général, pourquoi pas aller chercher une belle victoire d'étape. Concrètement, il devrait se passer des choses, mais d'un autre côté, on en parlait avec Robin, est-ce que le fait de ne pas trop attendre justement ce moment, ça ne va pas rendre frileux les coureurs et les directions sportives? Ce sera toute la question. Mais comme l'a dit Robin, et je pense que c'est le fil rouge de ce débat qu'il faut mettre en avant, il ne faudra pas attendre le col du Granon pour inquiéter Tadej Pogačar. Cette première semaine est parfaitement bien taillée pour donner des opportunités à ses adversaires de le mettre en difficulté. Tu me parles de cette étape, la 2e étape au Danemark, il y en aura d'autres dont on parlera après. Voilà, ne gâchez pas ces munitions parce qu'elles ne seront pas énormes s'ils sont face à un Pogačar à 100%. Tu parles de l'étape peut-être des pavés, notamment on va voir cette étape des pavés, c'est le grand retour des pavés. Ça fait 4 ans qu'il n'y en avait pas eu, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment 10 des 11 secteurs dans les 60 derniers kilomètres. C'est pas des secteurs hyper connus, hein. D'ailleurs, il y en a 2 que j'ai entourés en rouge qui sont les secteurs d'Emerchicourt à Montchercourt et celui d'Auberchicourt à Montchécourt. Voilà, je vais le dire parce qu'on va les réentendre. Et il y a le maire de cette ville-là qui dit que ce sont des chemins surtout utilisés par des engins agricoles. Pour vous dire à quel point ça peut faire du dégât, quoi. Ouais, ça peut. C'est pas les secteurs qu'on connaît vraiment sur Paris-Roubaix. J'ai fait un peu le comparatif hier soir et il y a un secteur. Alors honnêtement, je me rappelle plus exactement lesquels, mais il y a celui le secteur 9, c'est sûr, c'est un secteur de Paris-Roubaix, et il y en a un autre, ça doit être c'est peut-être le 7. Je suis pas sûr de mon coup sur celui-là, mais c'est 2 secteurs qui sont sur Paris-Roubaix, qui sont 3 et 4 étoiles, sachant que sur Paris-Roubaix, on a une classification des secteurs jusqu'à 5 étoiles. C'est le plus long.
en plus. Voilà. Donc sur Paris-Roubaix, ça va jusqu'à 5 étoiles. On en a un là, Karim, qui correspond à un 4 étoiles de Paris-Roubaix, ce qui veut dire que ça va être coriace. Un autre qui a un 3 étoiles. Et ensuite, il y a un morceau d'un secteur 4 étoiles de Paris-Roubaix. Donc pour les autres secteurs, comme ils ne sont pas sur Roubaix, on n'a pas de classification puisque le Tour de France n'a pas classé les secteurs de cette étape par difficulté. Mais ça donne une idée. C'est quand même des secteurs qui sont pas évidents. Ce ne sera pas forcément les plus durs. On va pas aller au Carrefour de l'Arbre, on va pas aller à la Trouée d'Arambert, on va pas aller à Mons-en-Pévèle, mais ça va quand même être des secteurs très costauds, surtout pour des coureurs qui sont pas habitués à courir des classiques. Quand tu vas sur des secteurs durs à Paris-Roubaix, tout le monde est là pour ça. Tout le monde s'attend à ce que ce soit très difficile. Par contre, sur le Tour de France, tu vas avoir des coureurs qui sont des poids plumes, qui ne sont pas forcément à l'aise sur les pavés. Donc ça ajoute une difficulté supplémentaire, c'est que tu n'es pas dans un peloton d'initiés. Il peut y avoir plus d'erreurs d'inattention. Il y a des leaders qui n'aiment pas du tout les pavés, mais qui vont se retrouver dans les premières positions parce qu'il faut qu'ils soient là. Donc ça va forcément créer une tension particulière. C'est le cas quasiment à chaque fois qu'on a des pavés sur le Tour. Après, tu le sais, pour qu'on ait une bagarre, ça dépend aussi des favoris. Est-ce qu'ils ont envie de la jouer sécurité, on reste au chaud, personne ne fait trop de grandes manœuvres, ou alors est-ce qu'il y a quelques favoris qui vont se dire bon, aujourd'hui c'est une opportunité pour faire des différences et on va y aller. On se rappelle que sur le Tour en 2010, Frank Schleck avait tout perdu, il avait chuté, mais Andy Schleck lui avait fait une très très bonne opération grâce à Fabian Cancellara qui était là ce jour-là et qui l'avait tiré jusqu'au bout. Donc là on a à peu près on a quelques équipes qui sont taillées un peu de la même façon. Quand tu as un Wout van Aert dans ton équipe chez Jumbo-Visma, il peut lui aussi te tirer toute l'étape et te faire gagner du temps par rapport à un Pogacar qui, même s'il est à l'aise sur les pavés, il n'aura pas un Van Aert. Et chez Ineos, c'est un peu la même chose. On aura aussi des spécialistes des pavés pour emmener potentiellement un Martinez ou un Thomas qui lui-même connaît bien les pavés. C'est ça. Après, ce qui aurait pu rendre un peu sexy cette étape, c'est la pluie, hein, comme on en parle avec Paris-Roubaix souvent. Pour l'instant, pas de pluie annoncée, pas du tout même, donc c'est un peu dommage. On va surveiller ces enchaînements. Alors là, ils sont notés 7, 8 et 9. C'est 5, 4 et 3 si tu le prends dans les sens inverses. L'enchaînement des 3 secteurs là, les plus longs, à vue de nez, là, une trentaine de kilomètres de l'arrivée. C'est ça, ouais. C'est là qu'à mon avis, il peut se passer des choses. Et on a vu une photo intéressante, celle de 2018, si je dis pas de bêtises, où tu vois même un Christopher Froome bien entouré, bien amené, avait pas mal chuté. On a vu d'ailleurs Greg Van Avermaet dans sa roue. Qui se jouera l'étape avec Degenkolb, qui se fera battre au sprint par Degenkolb. Ça peut arriver, même si tu es bien placé, même si tu es en forme. Et là, c'était exactement le cas de Christopher Froome à ce moment-là. Donc, c'est ça aussi l'intérêt. C'est pour ça que je parlais des munitions que les autres équipes ont pour embêter Pogacar. C'est qu'il peut, et tu l'as très bien dit Robin, il peut se passer plein de choses dans cette première semaine, et notamment dans cette étape. Certes, c'est pas les pavés de Paris-Roubaix, c'est pas les pavés de l'étape de 2014. Ça peut suffire. Mais ça peut suffire. Et en tout cas, ça fait partie des armes pour potentiellement embêter Tadej Pogacar. On regarde, donc on a les bordures au Danemark, on a les pavés du Nord et on peut avoir potentiellement aussi du côté de la super planche des belles filles un terrain pour certains. Vous allez me dire si vous voyez quel coureur pourrait potentiellement reprendre du temps à Tadej Pogacar. Est-ce que vous voyez un favori avoir peut-être un peu plus de punch que Tadej Pogacar? On se souvient qu'en 2019, il y avait eu un coureur notamment qui avait été intéressant. Est-ce que, Geraint Thomas en l'occurrence, est-ce que vous voyez quelqu'un avoir un peu plus de punch que Tadej Pogacar et lui reprendre du temps? Moi, je vais peut-être faire plaisir à Polo. Je vais parler de Daniel Felipe Martinez, qui a quand même un profil de coureur ardennais. Alors, la planche des belles filles, c'est pas, surtout la super planche des belles filles, c'est pas qu'une côte d'ardennaise, c'est quand même beaucoup plus long. Mais il y a des très gros pourcentages sur lesquels je pense que Martinez sera très à l'aise. Thomas, on l'a vu aussi, il avait été très très bon en 2019, mais là je dirais plus Martinez. C'est un peu une anomalie de voir Thomas très très bon sur cette super planche des belles filles. Ouais. On s'y attendait pas, mais je pense qu'un Martinez, tu vois, peut faire des dégâts sur une ascension comme celle-ci. Peut-être aussi Vlasov. Après, le problème, entre guillemets, c'est que j'imagine aussi un Tadej Pogacar très fort sur une ascension comme celle-là. Donc, ça ne sera pas forcément évident. Mais je me rappelle, par exemple, qu'en 2017, Fabio Aru avait fait une très belle différence par rapport à Chris Froome sur la planche des belles filles. C'était la planche classique, pas la super planche. Mais il avait repris bonif comprise 26 secondes. Et il s'était replacé 3e au général. Et quelques jours plus tard, il prenait même le maillot jaune. Donc, franchement, c'est une ascension sur laquelle je pense... Si tu as de bonnes jambes, tu peux essayer de mettre en difficulté ou de créer une petite surprise aussi, parce que peut-être que ce jour-là, tu sais pas, Pogacar sera peut-être un tout petit peu moins bien, ou peut-être qu'il se concentrera sur un Roglic ou un Vingegaard qui considérera plus comme un rival direct et qui laissera potentiellement 20 ou 30 secondes à un autre. Donc je pense qu'il faut, comme disait Polo, saisir les opportunités parce que tu sais pas
Quel jour Tadej Pogacar sera moins bon que les autres? Quel jour potentiellement il sera un petit peu en dedans? Il va pas venir te le dire, il va pas te prévenir que c'est aujourd'hui qu'il faut l'attaquer. Donc si tu veux saisir la chance quand elle se présente, en fait il faut que toi-même tu ailles vérifier. Est-ce que Pogacar aujourd'hui il est dans un bon jour ou pas? Peut-être que tu peux te prendre un contre sur la super planche des belles filles, tu donnes tout et puis finalement c'est Pogacar qui te prend 20 secondes, c'est possible, mais il faut prendre le risque. Le problème c'est ça, c'est que on a parlé de Roglic, de Vlasov, d'Anne Felipe Martinez, qui sont des coureurs sur des courses de côte comme ça, avec des arrivées à très fort pourcentage. C'est des coureurs faits pour ça. Vraiment, Roglic, Martinez, Vlasov ont déjà prouvé par le passé bien des fois que c'est des arrivées qui leur correspondent parfaitement. Le problème, c'est que c'est pas des arrivées qui ne correspondent pas à Tadej Pogacar. C'est tout ça le problème. Donc là, ce qu'on peut espérer en début de tour, c'est des jambes un peu lourdes encore. C'est pourquoi pas ne pas vouloir se mettre dans le rouge et se faire exploser la caisse face à, par exemple, un Felipe Martinez qui, lui, va faire beaucoup d'efforts pour prendre 10-15 secondes, sachant qu'il les aura sûrement déjà prises sur le chrono inaugural. Perdu, pardon. C'est toute la question, mais justement, c'est difficilement imaginable sur un terrain en côte, en montée comme ça, de voir Tadej Pogacar perdre du temps significativement. Il faut essayer de faire en sorte, si tu es les adversaires de Pogacar, que Pogacar ne soit pas en jaune à la super planche des belles filles, parce que c'est la première explication, c'est la première arrivée au sommet. S'il est déjà maillot jaune, le message que tu envoies, c'est on est déjà derrière. Il y aurait peu de chances qu'il... Enfin, j'imagine mal comment il pourrait l'être quand même. Il peut, hein, évidemment. Mais, pourquoi il ne le serait pas? Parce qu'il ne l'aura pas le premier jour, il ne l'aura pas par la suite, je pense. Les gros rouleurs ne sont plus à la super planche. Tu auras perdu tous les mecs qui auront pu faire la différence sur les pavés ou sur le chrono. Moi, je vois un mec comme Wout van Aert, par exemple, qui en jaune à la super planche. Qui sera au pied de la super planche, qui sera en jaune. Je te parle au sommet. Ah, au sommet. Pardon. Au sommet, au sommet sera peut-être une autre histoire, ouais. Moi, je pense qu'il faudrait pour mettre le doute un petit peu à Pogacar, il faut qu'au sommet de la super planche, il soit pas déjà maillot jaune. Ouais, parce que lui, en plus, on imagine qu'il n'hésitera pas s'il le peut. L'année dernière, il l'avait pris assez tôt. Moi, je te dis, Pogacar, c'est ça, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est pas le genre de coureur à rester dans les roues. C'est pas impossible qu'il attaque sur les pavés. Oui, c'est pas impossible qu'il tente un coup de bordure au Danemark, et c'est pas impossible qu'il attaque à 5 km de l'arrivée sur la super planche des belles filles. C'est un coureur comme ça, qui aime faire des statements, comme on dit, comme Chris Froome aimait le faire aussi, comme Chris Froome l'avait déjà fait, notamment sur cette planche des belles filles. Il peut marquer ses adversaires dès le début. Il le fera. Est-ce qu'il le fera aussi sur l'étape 9? Alors, c'est peut-être pas les étapes les plus incroyables sur le papier, on va voir. Mais il y a le pas de Morgin. Je ne sais pas si on dit ça, mais on est en Suisse. Le pas de Morgin. Ces 11 premiers kilomètres sont à 7%. Et il y a un sommet, du coup, c'est environ... le sommet est à 10 km de l'arrivée. Robin, tu voyais potentiellement les Bora faire quelque chose sur ces étapes suisses? Ouais, il y a celle de la veille aussi à Lausanne, qui est un petit peu moins difficile. Sur l'étape de Lausanne, on n'a que des côtes de 3e et 4e catégorie, je crois. Alors que sur celle-ci, on a du première catégorie, dont l'ascension dont tu parles. Et j'avais même rajouté finalement dans cette même idée l'étape de Foix, qui est dans les Pyrénées beaucoup plus loin, mais qui pour moi rentre un peu dans ce type d'étape. Là aussi, c'est assez dur. Il y a le mur de Péguerre avec des gros pourcentages, ces premières catégories. Ça ressemble un petit peu à cette étape 9, mais c'est pas des grosses arrivées au sommet. Donc c'est pas les étapes que les favoris vont attendre, c'est pas les étapes dont on va le plus parler, et c'est des étapes, je pense, sur lesquelles tu peux surprendre un petit peu. Comme tu disais, Bora sur le Giro, ils avaient un gros collectif. Et ils n'ont pas hésité à essayer de déstabiliser notamment un Carapaz qui était le grand favori sur l'étape de Turin par exemple, mais de manière générale on a beaucoup vu les Bora tenter des coups, mettre des hommes à l'avant pour leur leader qui était derrière, qui était en l'occurrence Jane Lay. Là Bora cette fois-ci ils seront là pour Vlasov qu'on voit derrière toi, mais il y a aussi une grosse équipe, on a Sharman qui est là, on a Kamna qui était sur le Giro et qui est là de nouveau, donc on a un collectif pour moi qui est intéressant. Il y aura Konrad et Gross-Schartner aussi, les deux Autrichiens, donc des mecs pour rouler dans la plaine, Marco Haller, Nispolite, voilà. C'est une équipe très mais surtout sur des étapes difficiles, tu peux envoyer des mecs à l'avant et dérouter un petit peu les autres équipes. Honnêtement, chez Jumbo-Visma et Ineos, on a aussi le collectif pour faire ce genre de choses. Donc je pense qu'il faudra essayer de profiter de ces étapes-là. Comment, je sais pas, c'est délicat. Et puis tu peux pas vraiment prévoir sur ce genre de journée. Mais en tout cas, il faudra faire quelque chose parce que comme disait Polo tout à l'heure, c'est pas au sommet du col du Granon ou de l'Alpe d'Huez que tu vas le battre, Pogacar. Sur ces journées-là, honnêtement, il sera ultra préparé, il sera ultra concentré du matin au soir, il va attendre les attaques, il s'attendra en tout cas à être attaqué, peut-être qu'il anticipera et qu'il attaquera le premier, peut-être qu'il te placera un contre, mais en tout cas tu le surprendras pas à l'Alpe d'Huez. Par contre, sur une étape comme celle qu'on a vue en Suisse ou à Foix, là, potentiellement, sur un moment d'inattention, ou alors il n'est pas prêt, il s'y attend pas ce jour-là, bref, tu peux essayer de faire une différence. On va regarder ce qui peut se passer du côté de la montagne.
Paul, on a en gros choisi 3 étapes potentiellement intéressantes. Alors j'ai mis 2 fois Nibali, j'ai même pas fait exprès. Potentiellement intéressantes, elles sont toutes intéressantes. Hein, ce ne sera pas du sur potentiel. Sur le papier, elles sont intéressantes. C'est les étapes reines, quoi. J'ai mis Nibali, c'est les 3 étapes reines de ce Faut piocher là-dedans pour trouver l'étape reine. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que du coup, on va regarder peut-être les uns après les autres, mais en gros, on a mis Sagan, Jonas, parce que l'année dernière, Jonas Vingegaard avait mis un peu en difficulté Tadej Pogačar en haute montagne. Donc la première étape, c'est avec le col du Granon comme arrivée, Paul, le col du Granon qui est une arrivée extrêmement compliquée. Est-ce que, d'ailleurs, ça fait 36 ans qu'on ne l'avait pas monté, cette montée du col du Granon. Vu ce qui s'est passé la dernière fois, ça donne envie d'y retourner. Hein. C'était la dernière bataille en jaune de Bernard Hinault face à Greg LeMond en 86 et le dernier jour en jaune de Bernard Hinault sur le Tour. Cette étape, déjà la première étape, la vraie première de ce triptyque des étapes reines de ce Tour de France, elle va être intéressante parce que déjà elle est bien tracée, elle est courte, elle va être violente. T'as une petite côte pour démarrer, on sait que ça fait jamais du bien. C'est les lacets de Montvernier, c'est l'ascension très belle. On l'a pas en entier là, hein, parce que oui, je l'ai pas mis, ouais, parce que t'as quand même 20 bornes avec les lacets de Montvernier, c'est à 46 bornes du départ. Ils sont au tout. Ah oui, pardon. Mais t'as quand même 46 bornes avant, c'est pour ça que je me disais tiens ça. C'était pas comme ça dans mes souvenirs. Non, j'ai pas mis le tout début. Mais tu vois, elle dure 150 bornes, elle est rapide et la Seine-Montvernier, ça peut être une super rampe de lancement pour une belle échappée avec des équipes qui doivent rouler un peu derrière pour contrôler. Il peut se passer plein de choses. C'est la partie la plus compliquée du col du Galibier par le télégraphe. Ça fait que monter, c'est infernal. Ça monte à 2600 mètres d'altitude. Et derrière, tu enchaînes avec le Granon qui est aussi terrible. Moi, on parlait de Pogačar. Les 2 seules fois où on a vu Pogačar pas fou, c'était sur le col de la Lose en 2020 et sur le Mont Ventoux en 2021. Donc mine de rien, on dit que Pogačar, finalement en montagne, c'est l'assurance tout risque. C'est la seule endroit sur des grands tours où on l'a vu en difficulté ces 2 voire ces 3 dernières années. Après, je dis en difficulté. C'est peut-être un bien grand mot, mais Miguel André Lopez... Par rapport à ce qu'on a vu de Pogačar, quoi. Voilà, Lopez l'avait maté en 2020, et Vingegaard, il fallait pas que le Mont Ventoux dure 2 km de plus l'an passé. Donc, on verra, mais on a vu que Pogačar peut, pourquoi pas, être friable sur des cols comme ça durs et en altitude, en très haute altitude. Donc, là, on a tous les éléments du grand col. On a la haute altitude, 2413 mètres, le col du Granon. C'est la 2e arrivée du Tour la plus haute, après le Galibier où on est arrivé en 2011, là où Andy Schleck gagne. Il n'y a que l'arrivée au Galibier qui est plus haute dans l'histoire du Tour que le col du Granon. Et effectivement, vous voyez donc toutes ces parties très noires du col du Granon. C'est 11,3 km à 9%. Ah, ça va être un chantier. Ça ne descend jamais sous les 8%. Donc il n'y a jamais véritablement de répit. Et est-ce qu'on intègre aussi du coup dans les Alpes l'Alpe d'Huez Robin? Là aussi, est-ce que tu le vois? Elle est encore pire cette étape. Effectivement. L'étape est dingue. Après, l'ascension finale est peut-être... Il n'y a pas cette altitude, il n'y a pas autant d'altitude. Je ne sais plus si on est à 1006 ou 1008 à l'Alpe d'Huez. 1008, voilà. C'est quand même costaud, mais c'est une ascension malgré tout un peu plus courte qui correspond peut-être encore mieux à Tadej Pogačar finalement. Mais on a une grosse journée avant ça avec de nouveau le Galibier et la Croix de Fer. Franchement, c'est à part la vallée qu'il y a entre la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez, il y a vraiment très très peu de plaine. Mais j'ai du mal à me dire que ça partira avant l'Alpe d'Huez, qu'il se passera quelque chose avant parce qu'on attendra tellement l'ascension finale. Finalement, pour moi, sur ces 2 journées alpestres, la question, plus que où sera la bagarre, c'est quel sera le niveau de Vingegaard, t'en parlais. On l'a vu aussi avec quelques secondes, un peu meilleur que Primož Roglič sur la dernière étape du Dauphiné. Moi, je ne sais pas encore trop quoi en penser. Est-ce que c'est juste Primož Roglič qui peut-être a eu un moment, un petit coup de moins bien dans sa semaine, ça peut arriver. Est-ce qu'on va revoir ça sur le Tour ou est-ce que Roglič sera un leader incontestable? Qu'un Roglič du Dauphiné va monter en puissance par rapport au Tour, je pense, étant donné son retard de préparation lié notamment à sa blessure au genou. J'imagine que le Roglič qu'on a eu sur Dauphiné sera, comme je te dis, sera plus fort que sur le Tour, mais j'imagine quand même un Vingegaard aussi très fort. Pareil, ça fait partie des choses qui seront très intéressantes à regarder sur le début de Tour notamment, de voir lequel des 2 jumbo est plus fort que l'autre. Et je pense que dès
dès la planche, on aura déjà un petit élément de réponse. Et à partir de ce moment-là, il faudra faire les bons choix chez Jumbo pour pas se cramer les ailes, comme en 2018 notamment, où on sait que c'est un peu marché dessus en termes de leadership. Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un peut tenir la route Tadej Pogacar en haute montagne? Est-ce que Vingegaard, qui lui avait mis un mini doute au Ventoux l'année dernière, peut le faire? Est-ce que Roglic, qui avait quand même dominé légèrement Pogacar sur 19 des 21 étapes du Tour 2020, est de nouveau à ce niveau-là et peut le faire? Est-ce que Alexander Vlasov, qui est impressionnant par moment, mais qui a eu le Covid, est de cette trempe-là? On ne l'a pas trop vu encore face à ces Roglic et Pogacar sur des grands tours. Est-ce que son niveau, c'est un cran en dessous, ou est-ce que Vlasov peut s'élever à ce niveau-là? Est-ce que aussi Daniel Felipe Martinez, qui avait fait un Giro incroyable l'année dernière et qui a gagné le Tour du Pays Basque cette année, va être à ce niveau-là? C'est l'interrogation de la haute montagne, où en théorie Pogacar part avec un avantage, mais on a vu l'année dernière que Vingegaard, sur une étape au moins, avait été capable de le faire douter. S'il arrive avec cet état d'esprit et que, de nouveau, physiquement, il arrive à mettre le doute à Pogacar, dans ce cas-là, tout est possible. La 18e étape, donc les Pyrénées, on va voir que là aussi, ce ne sont pas des passages faciles, bien évidemment, et notamment la 18e étape, c'est la dernière étape des Pyrénées. Donc on passe par le col de l'Aubisque, qui est très connu, qui est un col mythique du Tour de France. Le col de mal Spandel. utilisé, on en parlait avec Robin avant l'émission, depuis quelques années, qui peut être un peu mieux utilisé. On se souvient Et souvent loin de l'arrivée. Souvent loin de l'arrivée, même si 2018 notamment, c'était pas si mal. Mais voilà, souvent un peu loin de l'arrivée. Après, à voir si là, avec les enchaînements sur les 40 derniers kilomètres de l'étape, un peu plus même. Alors attends, je compte. 80 sur presque les 80 derniers kilomètres de l'étape. Voir si ça peut faire quelque chose avec des mouvements de loin. Mais en tout cas, encore une fois, tu as le parcours pour. Tu as le profil. Le col de l'Aubisque est une rampe de lancement extraordinaire si tu veux lancer les grandes manœuvres. On sera à la fin du tour. Il y aura du temps à reprendre pour certains. Face à Pogacar, il ne faudra pas attendre le dernier contre-la-montre, encore une fois, parce que ça non plus, ça ne fait pas partie de ses faiblesses. Tu as l'enchaînement Aubisque, Soulor, Spandel et Hautacam. Spandel, le seul col inédit de ce Tour de France. Mathieu Ladanius, dont c'est le terrain d'entraînement, nous en parlait, nous non, mais en parlant en interview, disait que c'était très étroit, que c'est pour ça que le Tour de France avait du mal à y passer par avant, que c'était pas non plus hyper pentu, mais que c'était long et quand même très pénible. Les pourcentages sont certes plutôt réguliers, mais sont de très haut niveau. Et ensuite, tu enchaînes à Hautacam, lieu saint du Tour. Encore une fois, tu as tout. C'est l'étape reine de ces Pyrénées. C'est la dernière chance pour essayer de reprendre du temps à Pogacar, pour essayer de le mettre en difficulté avant le contre-la-montre. Tu n'as pas d'excuse, hein, tu as le terrain et de toute façon, tu auras du temps à reprendre. Donc, tu n'auras pas le choix. Il faudra bouger. Je pense qu'il faudra bouger très tôt. Pour l'Aubisque, il avait été bien utilisé, mais je ne sais pas si tu l'as dit sur l'arrivée à la Reims. Oui, ce que je disais, on disait à la Reims en 2018, c'était pas mal, on a eu une belle étape, mais c'était parti d'avant avec c'est souvent placé, la descente de l'Aubisque avait été avec Landa et Bardet qui avaient tout fait péter, qui avaient fait un peu bouger cette étape, et après Roglic, Tom Dumoulin, Geraint Thomas, voilà, ça c'était un peu frité. Et Roglic Krochwak qui se marchait déjà dessus un peu à l'époque, donc bon là c'est une autre histoire. On avance pour terminer donc ce Tour de France par le contre-la-montre de Rocamadour, Robin. Et là, contre-la-montre de Tadej, en gros, on imagine tel que ce qu'il a montré et ce qu'il avait déjà montré sur un dernier contre-la-montre, qu'il avait été plutôt intéressant. Il faudra peut-être pas miser là-dessus pour le battre, quoi. Non, je pense que si tu arrives avec du retard ce jour-là, t'es quand même pas dans une bonne position. Après, on sait que Primož Roglic et Jonas Vingegaard, notamment, roulent très bien aussi. Donc, est-ce que eux peuvent reprendre du temps à Pogacar sur un dernier chrono? En 2020, ça n'avait pas été le cas. C'est Pogacar qui avait fait le gros chrono, même si Roglic n'avait pas été ridicule du tout. À voir cette année, en fait, on sait que le dernier chrono du Tour, ça se joue surtout sur la fraîcheur. Et Pogacar, franchement, sur les dernières années du Tour, il nous a montré qu'il n'y avait pas de souci pour être fort en troisième semaine. L'année dernière, il est allé gagner ses étapes en troisième semaine. L'année d'avant, il avait fait la différence sur la planche des belles filles. Donc, c'est un peu risqué de se dire on va prendre Pogacar l'avant-dernier jour. Il faudra mieux arriver avec un peu d'avance. Surtout qu'un chrono aussi long en fin de tour, c'est rare maintenant, finalement, d'avoir 40 km la veille de l'arrivée. Ça, c'était vraiment pas fait ces dernières années. Ou alors, on avait des chronos difficiles, voire en côte. J'ai regardé, c'est depuis 2014, finalement, qu'on n'avait pas eu ça. La dernière fois, c'était avec un chrono de 50 bornes remporté par Tony Martin entre Bergerac et Périgueux. Donc, voilà, 8 ans qu'on n'avait pas eu un chrono aussi long en fin de tour. J'espère juste que les grimpeurs ne vont pas se surestimer, ce qui arrive souvent, je trouve, quand on a ce scénario-là, où les grimpeurs se disent « ça va, je suis pas si loin » ou j'ai tant d'avance, alors peut-être pas pour la victoire, mais
pour mon podium, pour ma 5e place. J'ai 1 minute 30 d'avance, ça suffira pour la conserver. Et en fait, généralement, je trouve que les purs grimpeurs se surestiment et perdent beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu sur ce genre de chrono d'avant arrivée. Donc j'espère qu'ils feront le boulot avant et qu'ils ne se le laisseront pas avoir. Polo, quelque chose à rajouter ? Écoute, non, c'est intéressant ce que dit Robin sur le fait de se surestimer et d'avoir certains objectifs. Ça me fait penser à un truc, c'est que oui, on parlait de Pogacar, s'il prend le maillot sur la planche des belles filles, j'espère que ça va pas commencer à jouer le podium derrière plus que la victoire. C'est aussi la peur qu'a installé Pogacar dans la tête de ses adversaires, c'est ça aussi. C'est ce côté glouton imbattable qui peut faire peur aussi à ses adversaires sur 3 semaines. Donc, on a la chance malgré tout que Roglic, Vingegaard, Geraint Thomas ont déjà fait podium sur le Tour, voire l'ont déjà gagné pour Geraint Thomas. Donc on peut s'imaginer qu'un podium de plus ou de moins, ça les intéresse pas. Et qu'eux seront là pour coûte que coûte aller chercher la victoire. Ouais. Et ben on va regarder vos top 10 les gars, parce qu'il y a pas mal de coureurs qu'on n'a pas cités. On sait qu'il y a des coureurs comme Ben O'Connor que vous aimez tout particulièrement, les rouleurs. Mais je pense qu'ils peuvent apparaître dans les top 10 de Paul et de Robin. On l'avait fait sur le Giro. Et là aussi, c'est une pièce en l'air parce qu'il se passe énormément de choses sur les 3 premières semaines. Tom et Max, en régie, les gars, vous pouvez balancer le premier top 10. Je ne sais pas lequel va apparaître le premier. Celui de Tom ou Robin. Celui que tu veux, mon Tom. Peu importe. Peu importe, tu peux y aller. Le premier qui va apparaître, allez, c'est pour Polo. Tu peux y aller et expliquer un peu ton top 10. Ouais, bah moi j'ai fait des partis pris. Le premier parti pris, c'est l'absence de Primož Roglič de ce top 10 parce que j'ai l'impression qu'il va lui arriver une cagade, une bricole. Un Primož Roglič, qui une fois n'est pas coutume sur le Tour, ne va pas aller chercher la victoire ni performer. Tadej Pogacar numéro 1, Jonas Vingegaard 2, du coup, ça en est dans une logique assez normale. Dani Martinez, parce que je l'aime bien, que je pense vraiment qu'il va être fort sur ce Tour, qu'il a une équipe très forte et que c'est un Tour qui lui convient parfaitement. Ben O'Connor, que j'aime bien pour la même place que l'an passé. Je le trouve serein dans sa préparation. Je l'ai trouvé rassurant sur ses courses aussi, sur ses dernières courses, ses dernières sorties. Je le vois fort. Je le vois encore une fois très fort, à l'image de ce qu'il a fait sur le Tour l'an passé. Il n'aura peut-être pas le bon de sortie qu'il a eu pour aller gagner une étape et se rapprocher au général, mais je pense qu'à la pédale, il a toutes les armes pour au moins viser le top 4. Jack Haig derrière parce que la Bahrain Victorious sera forte. Alors il y a du Caruso, il y a du Haig, mais j'imagine Jack Haig aussi assez fort et bien placé. David Gaudu qui vise le podium sur ce Tour, on en parlera peut-être tout à l'heure, que je vois pas mieux de 6e pour la simple et bonne raison qu'il aura un jour sans, je sais pas quand, et qu'il y a 54 bornes de contre-la-montre. Oui, c'est ça, 54. Ouais, 53. 53. Henrik Mas, pareil, qui a un début de saison mais vraiment très compliqué. Mais bien placé quand même, 7e. Ouais, parce que si c'est le Henrik Mas de 2021, il sera très fort. Mais le problème, c'est qu'il cette année, il a quand même beaucoup de pépins. Et avec son équipe, je l'imagine pas faire beaucoup mieux que ça. Vlasov, beaucoup vont le mettre beaucoup plus haut. Ouais. Moi, je n'ai pas de certitude en sa capacité à tenir 3 semaines loin des blessures. C'est 4e du Giro déjà. Ouais, mais là, c'est 4e d'un Giro un peu chelou. Et en plus, c'est quand même quelqu'un qui nous a toujours apporté une journée de moins bien ou un truc, une chute, un truc comme ça. Moi, Vlasov, j'ai du mal à l'imaginer consistant sur les 3 semaines. Il sera très fort. J'imagine gagner une étape, voire 2. Mais j'imagine aussi perdre beaucoup de temps sur certains profils. Geraint Thomas en équipier de luxe pour Dani Martinez, mais toujours bien placé, toujours en forme. On l'a vu sur le Tour de Suisse. Mine de rien, les watts étaient impressionnantes. Mais d'un autre côté, la forme du Tour de Suisse, c'est pas la forme, et c'est pas non plus l'adversité qu'il aura sur ce Tour. Et la petite pièce sur Romain Bardet qui, dans un style un peu à la Warren Barguil de 2017, va arriver en forme sur ce Tour, va aller chercher peut-être une étape et pourquoi pas s'accrocher pour le général. Voilà mon top 10. Voilà, et effectivement, c'était Romain Bardet et non pas Romain Bardot. Top 10 de Robin, du coup, avec quelques différences. Alors, pas des masses, vous n'êtes pas consultés l'un et l'autre avant de faire votre top 10, mais quelques petites différences quand même.
Ouais, Pogacar, voilà, parce que je suis d'accord avec Polo sur le fait que c'est le grandissime favori et que s'il lui arrive rien, il sera vainqueur. Je vois un trio derrière, en fait, avec Vlasov, que j'imagine dans la bagarre avec Roglic et Vingegaard. C'est pour ça que je l'imagine aller prendre une 3e place, parce qu'à un moment, s'il y a une bagarre aussi, si Vlasov réussit à s'intégrer dans cette bagarre et que Roglic et Vingegaard jouent le podium, Jumbo-Visma devra faire un choix pour essayer d'aller chercher au moins la 2e place et pas laisser Vlasov battre les deux Jumbo-Visma. Donc je pense qu'il faudra sacrifier un petit peu un des deux, et ce qui peut laisser la place à Vlasov pour aller sur le podium. Martinez-Thomas, les deux Ineos, parce que je pense qu'ils seront pas au niveau des meilleurs, du trio plus Vlasov, mais je pense qu'ils sont quand même un cran au-dessus de ceux qui complètent le top 10. Avec sûrement un Thomas qui sera très à l'aise dans la première semaine, un peu moins en montagne, et l'inverse pour Dani Martinez. Et ensuite Ben O'Connor, j'ai failli le placer plus haut, un peu comme Jack Haig. J'avais envie de les mettre plus haut, mais je me disais, est-ce que les mecs que j'ai mis plus haut, je les vois plus bas? Donc c'était un petit peu compliqué. Moi, je les ai mis plus haut. Tu les as mis plus haut, en effet. Je serais pas surpris que O'Connor, honnêtement, soit plus haut. Jack Haig, malgré tout, je l'imagine pas aller chercher le top 5. David Gaudu, pour les mêmes raisons que Polo, malheureusement, je l'imagine entre 6 et 10, mais pas plus haut, parce qu'il y a trop de contre-la-montre. Entre 6 et 8, David Gaudu, je signe. Voilà, et puis Nairo Quintana, finalement, avec un profil très similaire à celui de David Gaudu, aura les mêmes avantages, mais aussi les mêmes difficultés. Ouais. Et je vois notamment, tu mets 2 Ineos dans le top 10 avec un Martinez et un Geraint Thomas, mais je sens que quand même tu mets relativement haut Geraint Thomas, alors que le grand public ne le voit pas. Il a un petit coup à jouer. Pas si haut. Surtout qu'on a dit tout à l'heure, là j'ai pas fait ce pari qu'a fait Polo de dire que Roglic ne terminerait pas le Tour par exemple, mais on le sait, c'est arrivé sur le Giro quand on a fait notre top 10 aussi. Là, on ne sait pas, mais il y en a qui auront le Covid, c'est quasiment sûr. Il y en a qui vont chuter, il y en a qui seront peut-être malades, autre que le Covid, comme ça a été le cas pour Romain Bardet. Il y en a qui auront peut-être un énorme jour sans, où au lieu de perdre 5 minutes, ils en perdront 20, et ils seront plus du tout dans le top 10. Donc on le sait, dans ce top 10, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sauteront. Ouais. Comme vous le savez, du coup, pendant le Tour de France, à 10h, tous les matins d'étape, on va être sur Winamax TV. Et dans l'échappée, on avait fait du coup une émission en début de semaine où on avait notamment évoqué le rôle des Ineos, parce qu'on le voit, ils sont présents dans vos top 10. Voilà, tous les matins, 10h, l'échappée, ça s'appelle. Et on est tous les 3. Et là, en début de semaine, on en a parlé des Ineos et on va voir ce qu'on disait, notamment à propos du rôle de Dani Martinez et de Geraint Thomas. Et surtout de Geraint Thomas. On écoute. Ineos arrive sans pression, parce que Ineos, honnêtement, tu les attends pas pour gagner le Tour. Il n'y a pas un leader défini, il y a une très belle équipe. Tu peux te reposer, si tu es Martinez, pourquoi pas sur Geraint Thomas pour t'enlever la pression. Geraint Thomas a la pression, parce qu'il vient de gagner le Tour de Suisse. Mais non, tout le monde sait qu'il ne va pas gagner le Tour. Beaucoup de gens attendent de lui qu'il fasse un très bon classement. Moi, je suis comme toi, Robin. Je pense qu'il va pas faire un bon Tour de France. Moi, je pense qu'il fera un bon tour, dans un rôle de coéquipier. Il n'ira pas gagner le Tour. Mais il n'ira pas gagner le Tour, ça c'est sûr. Daniel Felipe Martinez a largement plus le profil. Vous préférez largement la cote à 15 de Geraint Thomas. Elle n'est pas folle comparée à la cote de Dani Martinez. Je pensais que Thomas pourrait être un peu plus haut. En vérité, Thomas, j'y crois presque pour le podium. Tu vois, s'il y a des petits soucis devant. Il fait bien tout, quoi. C'est ça. Il sera à l'aise sur les pavés. Peut-être le meilleur nulle part, mais il passe bien les pavés. Il va bien rouler. Il a l'air d'être bon en montagne en ce moment. Il a pris de la confiance sur le Tour de Suisse. L'Alpe d'Huez, il connaît. Il avait gagné à l'Alpe d'Huez en 2018 quand il gagne le Tour. Donc, après, c'est pas le Geraint Thomas de 2018, on est au courant. Non, mais on a l'impression quand même qu'il est sur une forme ascendante. Il peut créer une petite surprise pour le podium, surtout avec cet avantage du contre-la-montre par rapport. Parce que les autres coureurs qui vont viser le podium, il va y avoir du Gaudu par exemple, il va y avoir des purs grimpeurs, les Quintana, les Chavez, qui vont prendre des gros éclats sur le chrono, ces mecs-là. Donc Thomas peut même se permettre de perdre sur eux en montagne parce qu'il le récupérera en contre-la-montre. Donc Thomas podium, c'est si tout le monde arrive à Paris, non. Mais comme tout le monde n'arrivera pas à Paris, pourquoi pas ? Voilà, donc c'est l'échappée tous les matins à 10h sur Winamax TV. Et pour terminer ce débat, je vous montre juste un petit tableau que je vais vous proposer tout au long des 3 semaines. C'est juste en gros pour les plus feignants d'entre vous ou ceux tout simplement qui sont le plus proches du patron au boulot et qui ne vont pas pouvoir regarder toute l'étape entièrement. Vous avez donc l'heure à laquelle il faut allumer la télé sur les 3 premières étapes potentiellement. Alors c'est un parti pris, mais voilà, vous avez vendredi 18h, samedi 16h et dimanche 16h. Moi je pense qu'il peut y avoir des bordures avec ce que Polo et Robin ont dit. À 16h samedi, à 16h dimanche. Et donc, les passages des favoris devraient se faire à 18h environ vendredi.
On a parlé beaucoup des favoris, des outsiders, un peu des Français. On va parler un tout petit peu plus des Français dans un focus. C'est parti. Le premier Français dont on va parler, c'est David Gaudu, qui apparaît dans le top 10 de Robin. Il apparaît dans le top 10 de Polo aussi. Évidemment. Donc, j'imagine que on va avoir une déclaration de David Gaudu qui a parlé des objectifs. Donc, Nomar Madio, ça avait fait parler en début de saison. Aller chercher un podium au classement général. Et si je suis le leader de l'équipe, aller chercher ce que l'équipe a annoncé en début de saison. Donc, un podium, Polo. Bah ouais, moi j'aime bien l'idée, et je me souviens, j'avais mis un tweet quand cette déclaration était sortie. J'aime bien l'idée d'assumer ses objectifs. Alors certes, c'est plus ou moins réalisable, mais le fait est que arriver sur le tour, dire que tu joues le général et dire que tu joues une 5e ou une 8e place, je suis pas fan. Là, pour le coup, quand on dit qu'on joue le général et qu'on veut aller chercher un podium, j'aime bien cet objectif assumé. Ça veut dire que David Gaudu y croit, c'est-à-dire que la Groupama FDJ y croit, la Groupama FDJ a l'équipe pour porter son leader jusqu'au podium si son leader a les jambes. Moi, j'y vois pas de contre-indication, en tout cas dans les objectifs. Après, il y aura une adversité, il y aura des moments compliqués à gérer pour David, notamment sur les contre-montres, même s'il progresse énormément. Il faudra ne pas avoir de journée de moins bien. Il en a souvent. Certes, l'année dernière, il était malade sur le Tour. On l'a vu aussi sur le Dauphiné, pour être en capacité de prendre des tirs et de savoir réagir par la suite ou même bien performer et ensuite prendre des tirs dans un sens ou dans l'autre. Voilà, moi c'est les deux petites choses qui m'inquiètent pour David Gaudu, c'est pour ça que je le vois pas forcément sur le podium, mais en tout cas j'aime l'idée que lui et la Coupe FDJ courent pour aller chercher un top 3. Si tu veux aller chercher le podium sur le tour, vu le profil, vu le parcours de ce Tour de France, va falloir faire des gros coups sur des étapes un peu plus ouvertes, parce que oui, le débours de David Gaudu en chrono il va être grand. Et surtout, on a des coureurs en face de lui qui vont viser le podium, qui eux sont des très gros rouleurs. Pogačar, Roglic, Vingegaard, Thomas, c'est quand même 4 très gros rouleurs. Donc, même Vlasov, même Martinez, c'est roule des gens mieux qui roulent Gaudu, mieux. même si eux, pour le coup, ils lui prendront pas autant de temps. C'est pour ça que je pense que c'était peut-être pas l'année pour se dire allez, on va tout mettre et on va aller chercher le podium sur le Tour, sachant que ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'y avait pas eu autant de chronos. Donc c'est le seul truc que je trouve dommage. Malheureusement, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. David Gaudu, il est là pour jouer le général. Ça n'a pas l'air de se présenter autrement. Donc, va falloir y aller. Après, moi, j'avoue que si il se retrouve à jouer une 6e place comme a pronostiqué Polo dans son top 10 ou 8e comme j'ai dit moi, je vais avoir du mal à vibrer énormément. Mais va falloir s'en contenter. Tu vas vibrer. Après, ça c'est un débat un peu plus large dont on se posait la question sur roue libre. Mais tu vibres pas plus que de voir un Français se bagarrer le plus possible avec les meilleurs en montagne. C'est compliqué. David Gaudu, c'est pas Thibaut Pinot, c'est pas Romain Bardet. Lui, il n'a jamais fait de grands résultats sur un classement général sur un Tour de France. Il a certes pas non plus de victoire d'étape, mais il a peut-être plus le temps, contrairement à des Thibaut Pinot ou des Bardet, d'aller chercher ses victoires plus tard. Là, il a encore les jambes, l'équipe et la confiance autour de lui chez la Coupe FDJ pour pouvoir aller chercher un podium, qu'on a déjà réussi à aller chercher un Pinot et un Bardet. Autant la jouer à fond. Après, il ne faut pas tomber dans le délire Guillaume Martin et vouloir le jouer alors qu'on n'a pas vraiment les jambes. Moi, je suis désolé, un David Gaudu à 100% en haute montagne, il peut tenir peut-être pas Pogačar, peut-être pas Roglic, peut-être pas Vingegaard, il peut tenir tout le monde derrière. Je pense que là-dessus, en te basant là-dessus, tu peux espérer un podium, c'est peut-être présomptueux, mais dans le meilleur des cas, un top 5. Et en soi, ce sera un très bon résultat pour David Gaudu. On peut avancer, les gars, en parlant un peu en même temps en fait, de Pinot et de Bardet. On va voir les cotes du maillot à poids. Les cotes du maillot à poids qui indiquent que Thibaut Pinot est à 4,70, donc est le favori pour aller le chercher. Tadej Pogačar, naturellement, est 5e. Il en a chopé 2 sans même véritablement les vouloir. Et Romain Bardet est à 8,50. On va voir les déclats de Thibaut Pinot puis de Romain Bardet en enfilé. Tom, tu vas pouvoir envoyer ça avec Max. De leurs objectifs sur le Tour de France. Thibaut Pinot d'abord qui me dit « Ce qui me fait rêver, avant de penser au général, c'est de gagner une étape de montagne, faire 6e du Tour ou 8e de la Vuelta. Ça ne m'intéresse plus parce que je ne prends pas de plaisir. » Ça, c'est la déclaration. On est dans une autre ligne de réflexion que David Gaudu, quoi. Ouais. Et Romain Bardet, en fait, qui est à peu près dans la même réflexion, parce qu'il dit, lui, voilà, j'ai envie de courir chaque étape comme si c'était une classique.
Je ne vais pas me réveiller, mais je ne serai pas omnubilé. Me relever, pardon. C'est important. C'est le mot le plus important pour moi, je trouve, de cette déclaration. Et il dit voilà, je ne vais pas être omnubilé par le général comme sur le Giro. Je veux saisir toutes les opportunités possibles, Paul. Moi, tu vois, que je vais me concentrer sur Romain Bardet. Alors, j'ai fait le choix de Bardet plutôt que Pinot. C'est plutôt intéressant éditorialement de ma part. Mais j'aime bien les mots, ces deux morceaux de phrase. Courir tout comme si c'était une classique, c'est-à-dire que tu cours tout à fond. C'est-à-dire que tu es placé, s'il y a bordure sur le pont Danemark, tu es placé, si ça accélère, sur les pavés dans le nord de la France, et tu es placé au pied de la bosse. Ça n'a pas trop de sens, ça, de jouer l'étape des pavés à fond. Sauf si tu veux être bien placé au classement général. Moi, ce que je lis de Romain Bardet entre lignes, c'est que s'il a la forme qu'il a eu sur le Giro, certes, il ne va pas en faire sa priorité, et je pense qu'il ne prendra pas non plus tous les risques pour essayer de jouer un classement général, mais j'ai quand même l'impression, c'est pour ça que moi je le mets dans le top 10, qu'il a quand même envie d'être à portée de fusil et pourquoi pas de faire un bon classement. Mais par contre, là où il se rejoint avec Thibaut Pinot, c'est que l'objectif principal, ça reste une très belle victoire d'étape. Moi, je vous l'ai dit, j'aimerais bien voir Bardet gagner à l'Alpe d'Huez et Thibaut Pinot gagner à la planche des belles filles. Je pense que c'est des objectifs que les deux ont et qui doivent trotter dans la tête. L'Alpe d'Huez le 14 juillet pour Romain Bardet et la planche des belles filles chez lui pour Thibaut Pinot, ce sera déjà très bien. Et naturellement, les deux se retrouveraient dans la course au maillot à pois à partir de là. Donc c'est là que ça va être intéressant aussi pour nous Français. Il y a des gros chasseurs d'étapes. On peut aussi évoquer Guillaume Martin, Robin, mais c'est peut-être là cette année où il faut attendre. Hormis David Gaudu qui a l'air de un peu s'astreindre à l'objectif de Marc Madiot. Enfin, s'astreindre, c'est un mot qui veut un peu tout et rien dire, mais on se comprend. Mais c'est vraiment là, peut-être, il y a des gros chasseurs d'étapes français cette année. Oui, moi je veux aussi qu'ils aillent chercher ces étapes-là. Honnêtement, je suis pas ravi de voir David Gaudu jouer le général, même si je le comprends. Heureusement, Pinot et Bardet ne vont pas faire la même chose, parce que sinon, tu vas avoir ce serait fortement un pincement au cœur quand tu vas voir Pinot ou Bardet se relever sur la deuxième ou la troisième étape. Non, mais je sais que ça va me faire chier à ce moment-là. Je comprends. Je remets pas du tout en cause déjà la volonté de courir et les objectifs, etc. Mais je sais que j'ai un petit pincement au cœur au moment où les deux vont se relever. Mais c'est pas vraiment se relever en mode allez, je m'arrête, je me gare sur le côté et je termine l'étape en roue libre. C'est plus ne pas se bagarrer spécialement, ne pas faire l'effort d'aller se replacer sur les pavés. Ça ne veut pas dire que tu te relèves, tu ne vas pas voir Pinot ou Bardet se relever sur les pavés en mode je me mets sur le côté, je finis tranquille. C'est plus le fait de ne pas être placé devant, ils ne seront pas dans le bon groupe et donc ils vont perdre du temps en général et ça sera fait naturellement finalement. Il n'y aura pas eu, comme sur une étape de montagne où tu peux te dire allez, je me mets sur le bas-côté. Moi je pense en tout cas que ce serait bénéfique pour eux de passer cette première semaine vraiment sans se prendre la tête, de justement pas se battre sur les bordures, pas se battre sur les pavés, parce que même si tu dis ok, j'y vais pour les étapes, c'est des risques déjà et surtout c'est du jus que tu laisses énormément. Un Thibaut Pinot et même un Romain Bardet, mais surtout Thibaut Pinot qui n'est pas fan de se replacer tout le temps, être tout le temps courir dans les premiers, etc. Bardet adore ça. Il a du mal à ne pas être bien placé. Mais Pinot, si tu lui dis, allez, les premiers jours, il faut que tu restes placé, il va y laisser un jus incroyable. Et à la planche des belles filles, tu peux être sûr qu'il n'est pas assez en forme. En tout cas, il aura lâché beaucoup d'énergie qu'il aurait pu garder pour jouer cette étape. Et c'est pareil pour Romain Bardet, si tu lui demandes sur l'étape des pavés, sur les bordures, etc., d'être devant. Moi, quand Bardet il dit, je vais jouer toutes les étapes comme des classiques, j'espère que c'est juste les étapes qui lui conviennent. Un dernier mot sur Julien Alaphilippe, les gars. Donc, il n'y a plus de sujet. Florian Sénéchal, qui, lui, le champion de France, n'avait pas été pris sur le il y a un truc incroyable là, c'était Matrix le bail qui n'avait pas été pris du coup sur la sélection du Tour de France. Par contre il a été pris finalement parce qu'il y a un cas de Covid chez Quick-Step de Klerk. Donc voilà, Florent Sénéchal avec ça aurait été cruel qu'il n'avait pas sur le tour. Mais bon, je trouvais ça inhumain. Mais bon, finalement, il a été pris. C'est inhumain. Il a les capacités. Il faisait pas partie du projet. On lui a dit dès le début de l'année. Non, au début d'année, il devait faire le tour. Ah non, au début de l'année. Moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'au début de l'année, il était plutôt prévu sur la Vuelta et que justement lui avait quand même fait sa préparation et cherché son pic de forme pour le Tour de France pour essayer de faire changer la donne pendant toute la saison. Visiblement, la justification elle est nulle, ne pas prendre les coureurs pour des raisons de nationalité. C'est quand même particulier. Surtout que justement là c'est le champion de France, donc ça devrait jouer plutôt dans son sens. Après, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas le champion de France au départ. Cavagna l'année dernière, Démarre l'année d'avant. Mais là, sportivement, Anthony Roux n'était pas non plus au départ du tour. Bon, en tout cas, il y a un débat aussi sur Julien Alaphilippe, les gars. Est-ce que vous comprenez qu'il ne soit pas présent sur le Tour de France? Il a dit voilà, lui, il aurait dit. J'aurais pas supporté de passer un mois de juillet à souffrir, à être là juste parce que ça fait plaisir aux gens.
j'aurais aimé être performant, mais je suis trop limite. Vous comprenez, c'est un non-sélection. Oui, moi je comprends. Il a dit aussi. On aurait voulu le voir pour préparer la Vuelta. On aurait tous voulu le voir parce on se dit qu'il nous aurait fait vibrer parce que depuis 2017 ou 18, il nous a fait vibrer chaque année. Mais en fait, il faut se rendre compte que s'il était venu cette année, peut-être qu'il n'aurait pas pu nous faire vibrer et finalement on aurait été déçus. On aurait beaucoup parlé de lui. Mais est-ce que ça aurait été lui rendre service? Je suis pas sûr. Il a dit lui-même ne pas faire le tour, ça m'enlève un gros poids. C'est assez explicite quand même. Je pense qu'il était tiraillé lui aussi entre venir parce qu'il aime ça, mais savoir ce qui l'attendait. Si t'es pas en forme, franchement, c'est un enfer le tour. Si t'es pas bon, et si c'est pour faire le tour et abandonner au bout d'une semaine parce que tout simplement il peut pas, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Après, c'est évidemment un événement parce que de 1, il est français, de 2, il est champion du monde, et un champion du monde qui n'est pas sur le tour, ça fait 15 ans qu'on n'avait pas vu ça. La dernière fois, c'était Paolo Bettini. Ce qui est marrant, c'est que c'était aussi un quick-step, et aussi un double champion du monde. Depuis 15 ans, le champion du monde était toujours au départ du tour, donc ça fait bizarre, surtout quand c'est Alaphilippe et qui t'a fait rêver comme c'était le cas ces dernières années. Mais je pense que c'était la décision raisonnable. Bon, en tout cas, il sera pas présent du coup. Voilà, on a fini avec les Français. Sauf si tu veux rajouter un truc sur jeu à Philippe, Polo. Julien Philippe, non, vous avez tout dit. Je pense qu'il espérait un peu le faire quand même. Ça transpire un peu dans les éclats qu'il a donné à Gaëtan Scherrer. Mais voilà, je pense qu'il faut pas non plus. Il faut prendre ça avec du recul. Faire le Tour de France dans son état, c'est se tirer une balle dans le pied. Pour la fin de saison, je voudrais bien le voir sur la Vuelta à 100%, voir ce qu'il est capable de faire. C'est un peu comme quand tu as une soirée. Lombardie. C'est un peu comme quand tu as une soirée où tu as envie d'y aller parce qu'il y a tes potes, mais tu as la flemme de bouger et finalement au dernier moment elle est annulée. Là, j'ai l'impression que pour Julien Philippe, ça lui fait un peu ça. Et il doit être à la fois déçu de louper le tour, mais content de pas y aller. C'est exactement ça. On va espérer le voir sur la Vuelta et surtout bien préparer les championnats du monde en Australie et le Tour de Lombardie, qui sont 2 courses que j'aimerais bien le voir gagner. C'est parti pour les bonifs, les copains. Pour terminer cette émission, on va parler notamment de maillot vert. C'est parti. Le maillot vert de cette saison, alors il peut y avoir potentiellement 2 hommes qui vont s'affronter. Ces 2 hommes, déjà on va voir les cotes du maillot vert parce que on va voir qu'il y a 3 favoris. D'ailleurs, je vois que Wout van Aert est premier à 1,70. Peter Sagan est à 5,90. Ce sont les cotes Winamax. Et Fabio Jakobsen est à 7,25. Les gars, il est haut quand même, Fabio Jakobsen. Ça peut être relativement intéressant parce qu'on en a fait un tableau. En gros, on imagine un duel entre Fabio Jakobsen et Wout van Aert. Vous allez me dire si vous y intégrez, vous, Peter Sagan, qui a l'air de revenir en forme. Non, j'adore Peter Sagan, mais honnêtement, non, cette année, je pense qu'il ne sera pas assez costaud pour aller jouer le maillot vert. Donc tu valides un peu ce duel-là et tu vois qui comme favori entre les deux? Ouais, je pense que sur les sprints, on va avoir ce duel-là, mais je pense que pour le maillot vert, il n'y aura pas de duel en fait. Que Wout van Aert va prendre beaucoup trop de points, là où Fabio Jakobsen n'en prendra pas du tout. Van Aert, il va prendre des points sur les chronos, il va prendre des points sur les pavés. Alors on rappelle, le premier sur une étape de contre-la-montre, sur les sprints intermédiaires et sur la haute montagne, prend 20 points. Sur les parcours accidentés, il prend 30 points. Et sur les étapes de plat, c'est 50 points. Voilà, donc sachant que je pense qu'il y aura bagarre sur les sprints plats entre Jakobsen et Van Aert. Je ne suis pas sûr que Jakobsen gagne facilement les sprints plats de Van Aert. Van Aert, il va en plus avoir Christophe Laporte pour l'emmener. C'était une de ses demandes notamment. Donc je pense que Van Aert a vraiment toutes les cartes pour avoir ce maillot vert. Il va pouvoir prendre des points quasiment tous les jours. T'as même envie de te dire que s'il jouait les étapes de montagne à fond, il finirait dans les 10 premiers. Quand tu vois ce qu'il a fait sur certaines étapes du Dauphiné ou de Paris-Nice, lui il dit qu'il a pas bossé la montagne justement parce que cette année il voulait se concentrer sur le maillot vert. Je trouve que ça a du sens aussi pour Jumbo-Visma. Certes, tu t'éparpilles un petit peu, mais Roglic et Vingegaard ont échoué ces 2 dernières années à remporter le Tour. Donc ça a du sens au bout d'un moment de ne pas tout miser sur eux et de laisser une certaine liberté à Van Aert qui lui va quasiment avec certitude, s'il termine le Tour et qu'il n'y a pas de chute ou de galère, te ramener ce maillot vert. C'est la première réelle année où Van Aert va le jouer avec l'objectif annoncé, et quand on sait à quel point il a été performant sur le Tour de France, sur tous les fronts, avec cet objectif-là, j'imagine mal se rater, encore une fois, hormis chute, Covid ou quoi que ce soit. La seule chance pour Jakobsen de prendre le vert, qui pour moi est, comme vous l'avez dit, son plus grand rival, c'est de gagner tous les sprints massifs. Mais quand tu as Philipsen, quand tu as Caleb Ewan qui va faire le début du Tour, et quand tu as surtout Wout van Aert et pourquoi pas Peter Sagan sur une arrivée tricky à Longwy par exemple, où il a déjà gagné il y a 5 ans,
Franchement, tu n'es même pas sûr, Fabio Jacobsen, même si tu es emmené, tu récupères dans ton train Florent Sénéchal, et ça c'est très important parce que mine de rien, tu as Morkov, mais le train n'était pas fou sinon côté Quick-Step. Là, tu récupères quand même Sénéchal, tu seras très bien emmené, tu seras sûrement le grand homme des sprints massifs, mais j'ai peur que ça ne suffise pas face à Van Aert, qui lui ira chercher des points. Bien ailleurs, j'ai l'impression que même que Van Aert est capable d'aller chercher des points là où Peter Sagan n'était même pas capable d'aller en chercher. Oui, je pense, ouais. C'est pour ça qu'il fait partie il est l'ultra favori de ce maillot vert. Donc voilà, vous avez tous les éléments en main pour suivre ce Tour de France, les amis. On termine par des petits qui suis-je. Donc il va y en avoir évidemment à chaque fin de Tour de France, de débrief d'étape du Tour de France sur Twitch notamment à 19h, on le rappelle. Voilà. Alors, qui suis-je ? Sachez qu'aujourd'hui, je préside une fondation qui porte mon nom. Contador. Et vient en aide aux enfants atteints de maladies graves. C'est pas Contador placé dans des foyers ou souffrant de handicap. Sur le Tour de Suisse, une fois, j'ai pensé gagner l'étape. J'ai levé les bras, mais Sandy Cazard m'a battu. J'ai terminé ma carrière chez Katusha, mais après plusieurs malaises cardiaques, j'ai été plongé dans un coma artificiel après une étape du Tour de Suisse. Je me suis réveillé, mais je n'ai jamais repris ma carrière. L'année la plus prolifique de ma carrière, c'est 2008. J'ai gagné une étape du Tour de France. Moreno ? Ce n'est pas Moreno. J'ai porté le maillot jaune pendant 6 jours. Ah, 2008 2008. Et j'ai gagné la Flèche Wallonne. Kolobnev. Ce Non. n'est pas Colomne. Attends, 2008, il porte le maillot 6 jours. Ah, c'est super facile normalement. Ouais, Je suis un coureur luxembourgeois. Kim Kirchen. Kim Kirchen. Mais T'allais oui, le dire, Polo ? J'allais le dire. Et, Dommage. j'allais bafouiller un truc, donc j'étais même pas sûr de dire le bon blaze. Allez, Non, il y en a deux autres un peu Je plus. me rappelais même pas de cette Il y en a fin deux de autres un carrière. peu plus rapides. Moi non plus. Je suis désormais producteur de fruits à Moissac. J'ai gagné un maillot à pois sur le Tour de France. Charteau. Anthony Charteau. Non, en 98. Et cette Rinero. année-là, Christophe Rinero, Putain, bravo. Ça va vite. Allez, le qui suis-je à 3 points, comme d'habitude. Il faut bien qu'on concentre. En 2011, j'étais responsable commercial pour les maisons Trécobat, constructeur de maisons BBC. Et il les a bossés, c'est qui suis-je hein. J'ai été recruté par Cyril Guimard chez Castorama. En 95, après qu'Armand de las Cuevas se fracture la clavicule, je suis leader de l'équipe sur le Giro 95. Eric Boyer. Non. Je termine 12e du classement général. Puis sur le Tour, je termine à la même place. Sur cette course, je me révèle en montagne en terminant 2e à Guzeneige derrière Pantani et devant le vainqueur de ce Tour, Miguel Indurain. Non. Je suis 5e à l'Alpe d'Huez derrière Pantani, Indurain, Zoule. Et à la fin de cette saison, l'équipe Castorama malheureusement disparaît. Je suis le papa d'un coureur actuellement dans le peloton, français. Laurent Madouas. Laurent Madouas, Ah, bien Polo. joué. Allez, au top pour Polo pour démarrer, ça on adore. On adore. Il quand était y a pas un sûr quand il a dit, en plus, il a dit un peu doucement. Je suis pas sûr. J'étais pas sûr. Mais écoute, bravo. Quand Allez, même. on prend, Félicitations à toi. Pas simple, Donc voilà celui-là. les amis, victoire de Polo c'était pour pas le simple. quiz pour démarrer. Voilà ce qu'il y a à retenir. La quotidienne tous les jours à 19h sur Twitch, Roue Libre 101. N'hésitez pas à nous rejoindre et n'hésitez pas aussi Allez follow à la chaîne, rejoindre. ça coûte 0, comme ça vous raterez rien, vous aurez les notifs. Allez suivre la chaîne Twitch. Voilà, exactement. Tous les matins à 10h aussi sur Winamax TV. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord. Le lien est en description de la vidéo. Vous avez tout pour suivre un Tour 2022 absolument régalade. On l'annonce avec une première semaine absolument folle. Ciao les rouleurs, gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Salut. À la prochaine.